Merci. Donc en ce qui concerne les démences, en fait, je vais surtout montrer des actualités dans la maladie d'Alzheimer en 2016. D'abord au niveau épidémiologique, quelques données qui commencent à émerger dans la littérature sur le fait que, mais ça touche essentiellement les pays à haut niveau de développement, sur le fait que l'incidence semblerait peut-être être en diminution sur cette dernière décade par rapport aux décades précédentes. En particulier, il y a cette étude très intéressante de suivi à long terme sur 4 décennies sur la cohorte Framingham. Donc depuis 1975, c'est une étude qui a suivi une cohorte de plus de 500, pardon, 5200 sujets de plus de 60 ans, en divisant par 4 périodes de 4 décennies différentes. Et vous voyez qu'il y a une diminution de l'incidence de 22%, 38 et 44% entre la deuxième et la quatrième période, mais uniquement chez les personnes de haut niveau d'instruction, c'est-à-dire des personnes ayant un diplôme d'au moins fin d'études secondaires. Alors, probablement, les explications avancées, c'est que le haut niveau d'instruction, qui est bien sûr plus élevé dans cette dernière décennie par rapport aux décennies précédentes, contribue au retard dans l'âge de la démence, donc au moins de 5 années d'après les calculs mathématiques qui ont été réalisés. Il y a aussi une diminution dans la prévalence de la majorité des facteurs de risque vasculaires, avec donc une diminution du risque de démence liée aux AVC, mais également à la suffisance cardiaque, à la fibrillation atriale. Néanmoins, aucune de ces tendances n'expliquerait la baisse de l'incidence des démences, donc les facteurs ne sont pas encore tous élucidés. Pardon, et donc, bien sûr, les auteurs insistent sur le fait qu'il faudrait identifier plus précisément ces facteurs, puisque ça serait essentiel pour la prévention. Alors, les facteurs de la maladie d'Alzheimer, que ce soit les facteurs protecteurs ou les facteurs de risque, est-ce qu'il y a du nouveau? Bon, sur les facteurs alimentaires, j'ai trouvé cette étude intéressante dans sa méthodologie. On connaît, depuis longtemps, on en parle, le fameux régime méditerranéen. On avait remarqué aussi en particulier sur des suivis de cohortes au Japon que le fait que les Japonais aient un petit peu occidentalisé leur diète vers un régime plus occidental serait responsable en partie de l'augmentation de l'incidence des démences au Japon, vers justement des alimentations malheureusement souvent plus riches en lipides, en particulier en graisse, et moins riches en poissons. Donc on connaît bien ces études-là, mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est là aussi un grand suivi de multiples cohortes, en fait c'est multicentrique, sur plusieurs pays, donc aux États-Unis, désolé, 3 pays d'Amérique latine, le Nigeria, l'Égypte pour l'Afrique, et quelques pays asiatiques, 3 ou 4 pays, Sri Lanka, Corée du Sud, etc. Alors, ils ont suivi en fait la prévalence de la maladie d'Alzheimer, mais aussi ils se sont intéressés aux ventes d'aliments 5, 10 et 15 ans précédant les études de prévalence. Et en particulier la vente de viande et de produits d'origine animale. Et ils ont montré que là, ces produits d'origine animale, en particulier les viandes rouges, auraient les plus fortes corrélations avec les fortes incidences, merci beaucoup, les fortes incidences de maladies d'Alzheimer, ainsi que les produits sucrés et les produits laitiers à forte teneur en gras. Par contre, ça se confirme, les fruits, légumes, légumineuses, les grains, les produits laitiers à faible teneur en gras et les poissons seraient associés à un risque réduit. Donc je vais rajouter ça aux manœuvres de Weffer Gregui de ce matin pour préserver vos vestibules. Voilà tout ce qui est conseillé au niveau alimentaire. Bon, rien de bien nouveau. Par contre, la population américaine semblait à plus haut risque, parce qu'ils ont aussi comparé les populations entre elles, avec un risque individuel qui serait de 4%, ce qui est vraiment très élevé. Et donc, réduisez la consommation de viande, c'est vraiment un conseil, et pas seulement à un âge certain, mais dès les âges jeunes. En tout cas, pour les personnes qui ont des enfants en bas âge, apprenez-leur à aimer le poisson. Réduire la viande rouge. Alors, il y a une étude très intéressante sur les nanoparticules, en particulier au niveau de la pollution atmosphérique. Et ça, c'est quand même relativement récent parce qu'on ne s'intéresse pas beaucoup dans l'Alzheimer aux facteurs d'environnement et aux facteurs de pollution. Alors, c'est des nanoparticules, en fait, c'est des particules ferriques, magnétiques,
dont on sait que c'est des nanoparticules, hein, c'est vraiment de très faible taille, qui existent au niveau de l'air dans l'atmosphère, en particulier à proximité des villes et en particulier des grandes villes. On sait aussi que ces particules ferriques sont délétères pour le cerveau. Maintenant, il restait à prouver, est-ce qu'il y a un lien entre la pollution atmosphérique et les dépôts de ces particules au niveau cérébral. Donc c'est une étude tout à fait intéressante qui s'est faite en fait à Manchester à partir de la Manchester Brain Bank et dans la région de Mexico City, où ils ont analysé donc des cerveaux de personnes décédées, en général décédées par traumatisme, accident de la voie publique, pour la majorité. Donc 37 personnes, mais pas uniquement des adultes, hein, il y a eu des enfants aussi, donc de 3 à 92 ans, et ils ont regardé surtout la présence de ces particules de fer magnétique, en particulier au niveau du cortex frontal. Et les sujets chez qui les fragments de tissu étaient le plus hautement magnétiques provenaient en grande majorité de personnes âgées de moins de 40 ans de Mexico. Donc ça, c'était surtout pour prouver que c'est très lié à la pollution atmosphérique et que la pollution atmosphérique est responsable de dépôts dans le cerveau. Et ils ont regardé aussi, à partir de la Manchester Brain Bank, des sujets porteurs d'une maladie d'Alzheimer de plus de 65 ans, et ils ont trouvé aussi que ces cerveaux-là comportaient un dépôt important de ces substances. Donc ces substances sont abondantes dans la pollution atmosphérique. En particulier, elles seraient liées à la combustion ou à l'excessive chaleur au moment de la friction des moteurs et également au niveau des freins des véhicules, ce qui expliquait donc la grande concentration dans les grandes cités. Et comment ça pénètre en fait ces nanoparticules au niveau cérébral? Ça pénétrera tout simplement par la respiration et par les filets du nerf olfactif en remontant, d'où l'explication aussi sur le fait que ça se concentre beaucoup au niveau du cortex frontal, mais à partir du cortex frontal que ça pourrait ensuite atteindre et, disons, se disséminer au niveau des autres. Pardon, j'ai du mal avec le... Ça veut dire quoi? J'en suis où, moi? Il me reste 9 minutes? D'accord, alors en neuropsychologie, quelque chose d'intéressant pour un nouveau concept peut-être qu'on va appeler le Mild Behavioral Impairment, le MBI, pardon. En fait, il y a certains suivis de cohortes qui ont montré que chez des sujets sains ou des sujets MCI débutants, le fait qu'ils aient plus de symptômes neuropsychiatriques les rendrait plus, qu'ils auraient plus de probabilité d'évoluer du MCI vers une maladie d'Alzheimer, ou bien des sujets normaux, âgés, s'ils ont ces troubles psychocomportementaux, ils auraient plus de risques de développer une maladie d'Alzheimer. Maintenant, ce n'est pas avec les outils psychocomportementaux habituels, en particulier avec le fameux inventaire neuropsychiatrique de Cummings, qu'on peut les mettre en évidence, parce que ce MPI s'intéresse, cette échelle s'intéresse à des sujets déjà déments. Mais donc, en fait, c'est des auteurs qui ont essayé de mettre au point une checklist pour ce MBI qui évalue 5 domaines: apathie, énergie, motivation, humeur, contrôle des impulsions, contrôle inapproprié du comportement social et pensée et perception. Et donc ils ont publié, elle est disponible sur Internet, mais ça va être l'objet d'études avec des suivis de cohortes de façon longitudinale, des suivis de sujets normaux en particulier, pour voir est-ce qu'ils sont plus à risque quand le score de MBI est élevé. Une autre étude intéressante pour la perte d'empathie, pour différencier maladie d'Alzheimer et DFT, c'est une étude de la Pelletier-Salpêtrière à Paris, donc en fait qui s'intéresse surtout à la cognition sociale. La cognition sociale, c'est un ensemble des capacités cognitives qui permet de s'adapter à l'environnement social, et ils se sont surtout basés sur 2 tests. Le test en fait qu'on appelle, c'est un test de reconnaissance des émotions. Vous voyez par exemple ici un exemple. Il montre 35 visages différents qui expriment 7 émotions, donc colère, tristesse, peur, surprise, etc. Et le sujet doit dire pour chaque image quelle émotion elle exprime. La même chose aussi pour le jugement de faux pas. C'est ce qu'on appelle le test des faux pas. C'est des petites scénettes où on va raconter une histoire au sujet qui doit dire est-ce que ça représente un faux pas social.
Par exemple, voilà, Julie a une amie, elle lui fait visiter son nouvel appartement dans lequel elle vient de changer les rideaux, et cette amie, elle lui demande qu'est-ce que tu penses de ma chambre, et cette amie lui répond, ces rideaux sont horribles, j'espère que tu vas en mettre de nouveaux. Donc c'est un faux pas social. Alors c'est très intéressant parce que les sujets DFT par rapport au sujet Alzheimer échouent à ce genre de tâches, que ce soit pour pouvoir comprendre l'expression d'un visage, que ce soit pour juger un faux pas social, avec une grande pertinence sur cette étude, puisque en se fiant uniquement à ces tests-là, 85 à 94% des sujets étaient classés dans le bon groupe, alors que les tests de mémoire seuls ne permettaient de bien classer que 70% des sujets. Donc probablement dans les années à venir, en tout cas ce que avancent ces auteurs, c'est que ça devrait justement évoluer vers une intégration de ce genre de tests par rapport aux outils diagnostiques habituels neuropsychologiques. Je ne sais pas, est-ce que j'ai encore du temps ou... Bon, j'avais encore pas mal de choses à dire, mais en particulier sur le côté thérapeutique, l'hétérogénéité des formes génétiques de transmission autosomique dominante. Peut-être juste pour montrer quelques petites choses au niveau de certaines nouvelles cibles thérapeutiques. On va sûrement beaucoup entendre parler de mitochondrie comme cible thérapeutique dans la maladie d'Alzheimer. C'est un petit peu à la mode aussi pour pas mal d'autres maladies neurodégénératives. On va aussi, vous avez dû peut-être entendre parler des échanges plasmatiques, plasmaphérèse, immunoglobulines dans la maladie d'Alzheimer. Il y a une étude en particulier qui va démarrer, c'est l'étude AMBAR, qui va associer plasmaphérèse avec albumine, suivie d'injections d'immunoglobulines dirigées vers la protéine bêta-amyloïde. On va essayer en fait de nettoyer les plaques amyloïdes en faisant une plasmaphérèse, en injectant de l'albumine qui va aller en quelque sorte capter la bêta-amyloïde, puis injecter des immunoglobulines pour essayer de justement diriger les anticorps contre la bêta-amyloïde. C'est très intéressant, mais ça reste donc à suivre. Voilà, je vous remercie pour votre attention.